BFM Business, Intégral Placement, l'œil de la presse. Avec donc Jean-François Filiatre pour marchégagnant.com. Vous avez l'air en pleine forme, Jean-François. Bonjour. Bonjour, rebonjour. Quel est votre coup de gueule cette semaine? Comment vous attaquez, Guillaume? La question, c'est à qui je vais mettre une claque histoire de faire le buzz? Franchement, comment intéresser les épargnants sur leurs finances personnelles alors que la Banque de France vient de nous confirmer cette semaine que les dépôts à vue non rémunérés donc avaient été les placements stars de l'année 2015. 35 milliards de collecte, 50% de plus que l'assurance vie. La claque, c'est un peu comme si votre conjoint vous quittait en vous disant « je te quitte simplement parce que tu m'ennuies ». Alors à l'évidence, pour arriver à intéresser les Français à leur argent dans un environnement de taux bas, il faut trouver des sujets sexy. Et donc, c'est quoi votre sujet sexy cette semaine? Eh bien, j'en avais pas. Alors, je remercie mon ancien camarade Benoît Campagne de votreargent.fr qui m'a donné une idée en mettant l'autre jour sur les réseaux sociaux un post pour dire que l'Express cartonnait avec un sujet sur le triolisme. J'avais donc mon idée. Je sens déjà que les choupinettes et choupinous qui nous écoutent sont toutes émoustillés. Enfin, Jean-François, le triolisme, c'est faire des choses à trois? À 3, voire même à 4. Pourquoi pas, ayant de l'ambition. Des millions d'épargnants sont concernés et des pratiques scandaleuses doivent être dénoncées. J'espère que vous voyez le ménage à plusieurs que je désire pointer du doigt ce jour. Franchement, j'ai bien compris, Jean-François, que vous vouliez nous amener quelque part, mais j'ai pas encore compris où. Allez, je suis cool, je vous donne une indication. Je vous pensais intéressé, voire même prêt à nous apporter votre participation. Moi, j'ai trouvé l'épargne salariale. Oui, en épargne salariale, on se retrouve à minima à 3 partenaires, l'entreprise, les salariés et une société de gestion pour piloter financièrement l'épargne. Et si vous êtes dans une grande entreprise, vous avez toutes les chances d'avoir en prime un ou plusieurs syndicats, si c'est pas exaltant ça. D'où votre plan à 4. Qu'est-ce que vous reprochez, Jean? Il est fou, hein. Qu'est-ce que vous reprochez à l'épargne salariale? D'être un truc absolument génial que l'ensemble de la place a transformé en bouillie immonde. Alors, dans notre pays de ronchon, il faut savoir que nous avons la chance d'avoir 3 enveloppes fiscales qui sont absolument hors normes. L'assurance vie, j'ai pas besoin de le dire parce que les professionnels passent leur temps à vendre leur soupe. Mais il y a aussi le plan d'épargne en action. Puisque d'ailleurs, je suis très d'humeur réseaux sociaux cette semaine, j'ai vu que l'AMF se décide enfin à en faire un peu la promotion. Et enfin, l'épargne salariale. L'épargne salariale, c'est génial, mais on en fait n'importe quoi. Pourquoi dites-vous que l'épargne salariale qui valait de l'or au départ, pourquoi dites-vous qu'elle s'est transformée en bouillie immonde? Qu'avez-vous en ligne de mire là? Alors déjà, pourquoi l'épargne salariale c'est génial? Pour une raison simple, parce que ce soit avec la participation ou avec l'intéressement, ça permet à des gens qui n'en ont pas les moyens de mettre de l'argent de côté. On vante toujours l'intérêt d'acheter de l'immobilier à crédit parce qu'on dit c'est de l'épargne forcée. Eh bien, l'épargne salariale, c'est de l'épargne forcée. C'était, devrais-je dire, car pour de nombreux gouvernements, l'épargne, ce n'est pas bon, mieux vaut consommer. Alors on a débloqué, ça pour avoir débloqué, nos amis politiques, ils ont bien débloqué, et quelque part, on a transformé de l'épargne en sursalaire, en contradiction d'ailleurs formelle avec le Code du travail. Alors il n'est donc pas étonnant que cette approche se retrouve dans le comportement de multiples salariés. À quel comportement faites-vous allusion? À une prise de risque qui est proche de zéro. Vous le savez, selon la méthode de marché gagnant, tout investisseur devrait avoir près de 24% de son épargne financière sur les marchés actions. Eh bien, regardez les stats de l'épargne salariale et analysez le poids du monétaire. Il est colossal. Pourquoi? Parce que l'épargne salariale n'est pas présentée comme une éducation à l'épargne, mais comme du sursalaire. Et moi, mon salaire, j'ai pas envie de le perdre. Donc, risque zéro. Cela dit, on peut pas en vouloir aux épargnants de voir les choses de la sorte. Ils ne sont pas responsables. Hormis justement les discours politiques, vous voyez d'autres
d'autres responsables aux dérives que vous décrivez? Assurément, le ménage à 3 de l'épargne salariale est un truc foireux. 3 intervenants, c'est, certains vous diront 6 possibilités, mais c'est à coup sûr une absence totale de conseil. En assurance vie sur les placements bancaires, il est toujours question du devoir de conseil. Mais en épargne salariale, on n'évoque pas le sujet. Car de toute façon, tout le monde se renverrait la balle. Question, c'est à qui? C'est à l'entreprise? C'est à la société de gestion de donner ce conseil? Et quand les syndicats s'en mêlent, comme dans les grandes entreprises? Ah, alors là, ça devient le pompon, le bazar. Dans les grandes boîtes, la gestion des fonds est contrôlée par un conseil de surveillance où se côtoient des représentants de l'entreprise et des représentants des syndicats. Franchement, c'est quoi cette histoire? Depuis le début de l'émission Intégral Placement, ça fait déjà quand même un certain temps, combien de fois vous avez invité Pierre Gattaz, le patron du MEDEF, et Philippe Martinez, le chef de la CGT, pour venir débattre ici en direct et en face à face sur la bonne stratégie d'allocation d'actifs qu'il fallait mettre en place? Jamais. Et pourquoi? C'est pas parce que vous êtes sectaire, c'est parce que c'est pas leur job. De grâce, sortez-moi ces gens-là de la table des négociations. Mais Jean-François, il y a souvent une cohésion quand même dans tout ça, surtout dans l'univers de l'actionnariat salarié. Non, Guillaume, il n'y a pas de cohérence dans tout ça, sauf à accepter, comme d'ailleurs c'est souvent le cas dans les opérations à 3, que l'un soit l'instrument des deux autres. Déjà, comment on vous amène à devenir actionnaire de votre boîte? Donc, à supporter le risque maximum qui peut exister en épargne salariale, à coût d'augmentation de capital avec des cotes et à coût d'abondement différencié. Et une fois qu'on vous a amené là où on voulait vous amener, eh bien, qu'est-ce que vous faites? On vous pique discrètement un truc relativement précieux pour un actionnaire. Ça s'appelle le droit de vote. Rendez-vous compte. Chez EDF, par exemple, cette année, il y a une résolution assez surréaliste qui vient d'un FCPE, donc des syndicats maison, qui prévoit le non-paiement du dividende. Le thème du dividende, c'est d'ailleurs un thème récurrent chez les actionnaires salariés. Mais Jean-François, chez EDF, une partie du dividende a déjà été payée sous forme d'acompte en décembre et au passage réinvestie dans l'entreprise avec l'option du paiement du dividende en actions. Exactement, donc ça a donné lieu à une augmentation de capital, ce qui prouve que cette résolution elle est totalement inappropriée. Mais déroulons jusqu'au bout. Si moi, je suis actionnaire salarié d'EDF, j'ai touché mon argent. Imaginons maintenant que la résolution est votée. Il faudrait donc que je rembourse l'acompte. À votre avis, sur cette résolution, moi, actionnaire salarié, est-ce que je vote pour ou est-ce que je vote contre? Vous votez contre, naturellement? Naturellement, comme d'ailleurs le feront les actionnaires individuels. Et que va voter le représentant du personnel qui va voter au nom du FCPE? Il va voter pour puisqu'il est l'auteur de la résolution. Exactement. Donc en assurance vie, on est en train de se faire voler nos plus-values sur le fonds en euros, et là, on se fait voler notre droit de vote. Et au passage, d'ailleurs, sans le moindre reporting. Je le dis très clairement aux syndicats en tant qu'épargnant salarié, vous ne me représentez pas. Et je me sens beaucoup plus proche des préoccupations des autres actionnaires salariés, des autres actionnaires individuels que des vôtres. Charge au bazooka contre les syndicats, donc dans le monde de l'épargne salariale, contre cette épargne salariale transformée peu à peu en bouillie, c'est ce que vous nous dites. Quelle solution préconisez-vous du coup? On prend les choses dans l'ordre. D'abord, on rappelle la philosophie de l'épargne salariale. C'est l'épargne des salariés, certes avec l'aide de l'entreprise, mais c'est l'épargne des salariés. Bon. Et sur le conseil, qui doit conseiller les salariés actionnaires sur ce qu'ils doivent faire de leur épargne salariale? On interdit l'abondement différencié. Donc de dire si jamais tu prends du risque, je te donne de l'argent, si jamais tu n'en prends pas, je t'en donne pas, etc. 2, le conseil. L'entreprise n'a pas envie de le porter parce qu'elle considère que ce n'est pas son job. Mais aujourd'hui, elle refuse de le déléguer clairement parce qu'elle considère malgré tout qu'elle veut garder la main. Erreur. Le conseil, il doit être porté par un spécialiste et en l'occurrence, c'est la société de gestion. Vous voyez aujourd'hui, par exemple, il y a un boulevard, me semble-t-il, puisque on a beaucoup d'épargnants salariés. Il y a un vrai travail, par exemple, pour les fintechs avec des programme où l'on analyse le profil de l'épargnant pour lui donner une recommandation adaptée à son cas. Et sur le sujet, pour le coup, ultra politique des syndicats, quelles sont vos recommandations, Jean-François? Eh bien écoutez, mon argent, c'est mon affaire, comme c'est ma vie privée, comme ma sexualité. Est-ce que je consulte Pierre Gattaz et Philippe Martinez pour savoir que faire dans ma chambre à coucher? Vous pourriez. Eh bien, non. Eh bien, je ne veux pas les voir non plus dans mon épargne salariale. Virez donc moi le patronat et les syndicats des conseils de surveillance. Vous allez mettre un poster de Pierre Gattaz. À part, non mais sérieusement, à part cumuler les fonctions, que fait le gars du CHSCT ou du CE pour le contrôle de mon épargne? Le conseil de surveillance de l'épargne salariale doit être composé
exclusivement de salariés. Dans la copropriété, il n'y a que des copropriétaires, il n'y a personne d'autre, et uniquement des personnes indépendantes pour éviter toute prise en otage de l'épargne salariale dans la négociation d'entreprise. Bref, que ce soit véritablement mon épargne. Pour résumer, patronat et syndicats doivent se mettre d'accord pour mettre en place le système. C'est la loi. Après, ils doivent impérativement s'en éloigner. Sinon, la France continuera à gâcher l'un des plus beaux systèmes qu'elle a mis en place. L'épargne salariale, c'est vrai, l'un des grands modèles. Ça pourrait même, l'épargne salariale, devenir une solution pour préparer nos retraites aussi. Mais encore faut-il éviter qu'elle se transforme en bouillie, cette bouillie que vous venez de nous décrire si brillamment. Adepte des plans A3, alors Jean-François. Bon, très bien. Merci, vous revenez tout à l'heure. Je sais pas, vous êtes tout seul? Il y a Mathieu là qui vient de nous rejoindre. Moi je parle de politique économique, si ça vous ennuie pas. Et on reste dans les rails. Vous reviendrez quand même, Jean-François, pour répondre à nos auditeurs, nos téléspectateurs. Dans 3 quarts d'heure, envoyez-nous vos questions sur votre argent, seulement sur votre argent, sur notre site bfmbusiness.com. A tout à l'heure, Jean-François. Il est fou. Le CAC 40 recule toujours légèrement, moins 0,1% en ce moment.